Data science has never been so important as it is now, and it keeps on gaining importance all around the world, providing loads of opportunities and really helping change the way we do business, the way we take care of ourselves and of the planet. It is so important to have women in artificial intelligence, in the area of data science, and also in leadership roles. It's being able to use data to solve issues and understand bigger problems. It's critical. If that is going to become completely data-driven over time, then you can't miss that opportunity. You've got to join in and have your say. Because data science is becoming more and more important, really imperative that people that work on problems related to data science, that report out and make data-driven decisions, are a true representation of the world, regardless of gender, regardless of where you're from. AI, machine learning, data science, they all have this amazing, incredible potential for impact. But imagine the potential if we added more diversity. The future is diverse. Our world is becoming increasingly complex, more interconnected. To be fully engaged citizens in the 21st century, we need to embrace diversity in all aspects of life. We're thrilled to host this year's 24-hour virtual Around the World conference that we called WITS Worldwide, particularly in this really challenging year where we all crave community and connection. This year, we're celebrating International Women's Day by celebrating these amazing female role models in the field of data science, machine learning, and AI. We are going global on a whole new and much bigger scale. And the global perspective is really at the core of everything we're doing now. And I'm excited to share that the conference today features over 40 plenary speakers from over 25 countries. That's across all continents except for Antarctica. So we're still looking for a great speaker for next year there. Hosting a virtual event has provided an opportunity for our WITS ambassadors to enjoy even more community and more collaboration, which I know we all need during this pandemic. The WITS Datathon has also grown up around this concept of building a global community. In fact, this year's Datathon is our largest yet. We have participation from over 3,600 people from over 85 countries. And they're all working together, some across borders, on a healthcare data set focused on intensive care units in hospitals. I'm particularly thrilled to announce a new initiative in WITS, the WITS Workshops, an educational program where people from all levels and all backgrounds can learn more about data science from outstanding women around the world. We're kickstarting WITS workshops at this conference with 14 brand new workshops that we'll be posting online after the conference as well. And this is just a start. From now on out, every month we'll add new workshops to this program. Join us for WITS workshops. As a professor, I'm always thinking about how to broaden participation in statistics and data science. What are gateways to the field outside of calculus? What are other ways to enter our profession? I love speaking to a room full of talented women. There's just something about it. We're so happy that you can join us here and at the WITS regional events. Enjoy. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre premier jour d'événement live Women in Data Science Paris-Saclay. Je suis Mariana Kobayashi, je travaille à Total et je suis très contente de vous accueillir ici aujourd'hui. J'ai avec moi aussi les deux ambassadrices de WITS Paris-Saclay pour vous accueillir aujourd'hui. Donc, je les appelle sur scène aussi, Myriam et Lisa. Donc, Myriam, elle est Product and Value Manager à Total. Total Energy, du coup, très récemment, nous avons changé de nom sur
différents sculpteurs, vous allez retrouver les deux, enfin un peu le mélange des deux. Et Lisa Marguerite, qui est Marketing Data Scientist à Total. Et nous sommes toutes les trois ambassadrices au WITS 2021 et très contente de vous accueillir ici aujourd'hui pour le premier jour d'événement. Donc, j'espère que vous avez pu regarder la web-série qu'on a préparée pour vous avec nos partenaires, donc Télécom Paris et Ingria Saclay. Si vous n'avez pas pu les regarder, donc il y a toujours l'occasion d'aller sur la chaîne YouTube de Télécom Paris. Donc, tout est là à disposition. Vous pouvez regarder quand vous voulez, où vous voulez aussi. Également, cette vidéo, donc ce live-là, sera disponible sur la chaîne de Télécom Paris a posteriori. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette salle privée pour poser des questions aux oratrices, pouvoir discuter ensemble. Et a posteriori, la vidéo va se trouver sur la chaîne YouTube. Donc, partagez aussi la vidéo si vous le souhaitez après. Bonjour Myriam, Lisa. Merci Mariana pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je me joins donc à Mariana et Lisa pour vous souhaiter une très bonne première table ronde autour de la thématique Data for Good. Donc avec Mariana qui animera cette session et les différentes intervenantes que vous allez pouvoir découvrir dans quelques minutes. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci Myriam. Bonjour Lisa. Bonjour à tous. Et effectivement, je me joins à vous deux pour vous souhaiter un très bon premier webinaire. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va vous partager un très beau message de la part de Télécom Paris pour ouvrir cet événement. Donc nous avons Nicolas Glady et Johanna Legroux. Donc on a le plaisir du coup de vous partager ce beau message et on reviendra après. As the president of Télécom Paris, I am really glad to introduce the WITS event, Women in Data Science, for the second year in a row. This initiative is particularly relevant for our school as it is a concrete instance of our new strategy giving a priority to developing diversity and parity in line with our recently redefined purpose. WITS Paris-Saclay 2021 is an independent event organized by Télécom Paris, Total and Ingria Saclay, which has been inspired by the annual Global Women in Data Science WITS conference held at Stanford University and in more than 150 locations worldwide. It will be fully digital, as it should be in the first university for science and technology for digital in France. All genders are invited to attend and we will feature outstanding women doing outstanding work. We will have 2 days of roundtables with very interesting topics. Digital and data technologies are the technologies of the 21st century. And Télécom Paris is renowned for its research and teaching programs on those topics. We are therefore really happy to have 2 days of roundtables on these very interesting and relevant questions. On June 2, we will talk about data for good. And on June 3, we will discuss it further by addressing the question of careers. I am looking forward to these exchanges and I am excited to progress on those very important issues with you. Welcome to WITS Paris-Saclay. Hello, I am Johanna Legroux and I am Diversity and Inclusion Manager at Télécom Paris. Since 1 year, and despite the epidemic situation, Télécom Paris has chosen to reaffirm constantly the importance to have women represented in the tech economy. As a school, we want to take strong measures to increase the number of women in our school through scholarships dedicated to female students or doctoral students, or focusing our recruitment on how attracting more women. During the past scholastic year, we launched a campaign between November and March on the gender stereotypes in tech, and in a second time, a series of interviews highlighting brilliant women from Télécom Paris, such as professors, students, doctoral students, or alumni. We also have concluded partnerships with associations organizing encounters between our students and female high student school to try to give them the inspiration to make scientific studies and particularly to orient their ambition in the tech sector.
We are really proud to host this event, Women in Data Science, in our school, and to have students from Telecom Paris participating. This event is a real chance for everyone to realize the part that women are playing in the data science industry, permitting a diversity of approaches and a more ethic development. I wish you to enjoy this new edition of Women in Data Science. Merci beaucoup, Johanna et Nicolas. Donc, j'aimerais aussi vous donner quelques messages initiaux. Donc, d'abord, ici sur notre événement, vous avez à votre droite un onglet chat. Donc, je vous invite tous et toutes à tester si ça marche bien le chat et nous dire où est-ce que vous êtes, de quelle ville vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Mettez sur le chat, s'il vous plaît, où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Comme ça, on va voir si tout marche bien et si vous avez accès. L'autre onglet qu'il y a aussi, c'est questions. Donc, c'est très bien. Maroc, Paris, Pau, Montesson, il y a plein d'endroits. Super. Mumbai, Belgique. Donc, il y a aussi un onglet questions. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à aller sur l'onglet questions ou sur le chat, mais plutôt questions, c'est une question pour nos oratrices. On va prendre toutes les questions qu'on pourra dans le temps et aussi les répondre. Donc, pareil, c'est là pour vous, ces deux fonctions pour qu'on puisse échanger et profiter du live. C'est ça l'intérêt, qu'on soit tout ici ensemble. San Francisco, ouais, on est dans plusieurs endroits. Ça, c'est super chouette. Donc, maintenant, on va commencer notre événement de premier jour de webinaire. On va parler sur un sujet en particulier, que c'est la data for good et pour l'impact, for impact et for good. On va mieux comprendre tout ce que c'est ça et l'éthique dans la data science, dans l'utilisation des algorithmes et l'IA. Et pour ça, nous avons 4 oratrices qui vont nous parler aujourd'hui et que je vais vous présenter tout de suite. Donc, on va commencer par une keynote. Donc, on va inviter Annabelle à monter sur scène pour qu'on puisse commencer notre première présentation. Donc, Annabelle, elle est manager en data science et machine learning chez Octo Technologies. Elle est également titulaire d'un doctorat en neurosciences. Elle a obtenu son doctorat en 2008, puis elle a travaillé comme enseignante et chercheuse académique à l'Université d'Oxford et à New York en neurosciences fondamentales et cliniques, puis computationnelles. Plein de choses que tu as pu faire, Annabelle, notamment aussi en utilisant ces algorithmes, les algorithmes d'apprentissage de données automatiques. Aujourd'hui, elle utilise ces mêmes algorithmes pour analyser les données des secteurs de l'industrie, de la santé et du public. Elle est également leader de l'équipe Responsible AI, qui promue les pratiques vertueuses dans le développement des modèles de la data science. Donc, j'espère aujourd'hui qu'on pourra vous présenter, que tout le monde puisse partir de cet événement avec beaucoup de connaissances, un peu plus en moins, sur ce domaine-là, qui est très, très prometteur et il y a beaucoup de place aujourd'hui, je pense, dans la société. Donc, je te laisse la scène, Annabelle. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation, Mariana. Je suis absolument ravie d'être parmi vous. Sur la droite, vous avez des onglets et je vous propose un petit sondage. Je voudrais que vous nous disiez si vous avez confiance dans l'IA. C'est le thème de la conférence que je voudrais partager aujourd'hui. Donc, comment instaurer la confiance dans le système d'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes comme moi, la première chose que vous faites au réveil, c'est de checker les news sur votre téléphone. Suivant l'application que vous utilisez, les nouvelles que vous allez voir seront plus ou moins sélectionnées spécialement pour vous. De même que les propositions de films à regarder sur Netflix ou de musique à écouter sur Spotify, tout est vraiment maintenant spécifique à vos envies et vos historiques de choix de médias. Vous allez peut-être faire un petit passage sur LinkedIn, Insta ou Twitter pour voir les dernières réactions à vos derniers posts. Tout ça, on fait ça très, très, très régulièrement. Et nos smartphones regorgent aujourd'hui d'applications d'intelligence artificielle et nos téléphones eux-mêmes en sont des intelligences artificielles avec la reconnaissance faciale, vocale,
l'appareil photo intelligent et bien d'autres fonctionnalités qui sont optimisées au sein même du téléphone. Et je ne parle pas des assistants domestiques comme Alexa ou Google Home, ni nos montres connectées, nos voitures modernes qui ont maintenant le parking automatique, enfin, etc., etc. On est cerné par l'intelligence artificielle. Mais la démocratisation de l'IA n'est pas que pour les GAFA, mais s'étend bien au-delà maintenant. Et moi, par exemple, je ne travaille pas pour Google ou pour Facebook, mais donc pour Octo Technologies, qui est une boîte de conseil de delivery en IT. Et j'aide mes clients à implémenter des solutions d'intelligence artificielle. Et avec mes collègues, on travaille par exemple sur des modèles d'aide au diagnostic dans le médical, des projets de maintenance prédictive dans l'industrie, des prédictions de vente dans le retail, et notamment aussi l'automatisation de processus administratifs et bien d'autres projets. Et force est de constater que le pouvoir de l'intelligence artificielle, et derrière elle de tout ce qui est machine learning et du big data, est vraiment impressionnant. Et on peut vraiment faire des choses absolument remarquables avec ces nouvelles technologies. Vous connaissez sans doute les avancées fantastiques qui ont été faites sur, par exemple, le dépistage du cancer, où les modèles d'IA surpassent maintenant les plus grands spécialistes médicaux mondiaux. Et ça, c'est juste un exemple, vous en connaissez probablement beaucoup d'autres. Et d'un point de vue business, ces technologies apportent souvent un avantage concurrentiel conséquent. Mais vous n'êtes aussi pas sans savoir que de temps en temps, eh bien, il y a des loupés, que ce soit des accidents causés par des véhicules autonomes qui soulèvent de nouvelles questions légales, sur la responsabilité notamment, des problèmes d'utilisation de nos données personnelles pour nous manipuler, là, comme dans le cas de Cambridge Analytica pour les élections américaines et pour le Brexit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet algorithme l'été dernier qui a sous-estimé les notes pour 40% des élèves en Angleterre, ce qui n'a pas plu à ces élèves-là, vous imaginez bien. Il y a des bugs dans les assistants domestiques qui enregistrent et envoient des conversations privées. Nous avons bien sûr, de façon plus sérieuse, des biais sexistes, par exemple pour l'attribution de crédits pour Apple ou dans le recrutement pour Amazon, de façon encore très sérieuse, tout ce qui est biais raciste dans la reconnaissance faciale ou pire dans le système judiciaire, notamment américain. Donc nous avons tous ces problèmes et donc c'est assez difficile d'ignorer que l'utilisation de ces technologies n'est pas sans risque pour la société. Donc il est indispensable de s'assurer de la qualité des modèles qu'on développe, de limiter au maximum les erreurs et les failles de sécurité et bien sûr de valider le bien fondé de nos démarches lorsqu'on développe ce genre de produits. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de performance des modèles, ni de craftsmanship en data science, ni d'éthique ou de morale au sens large, mais j'aimerais vous parler de confiance. Parce que, outre les risques de réputation pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, s'il y a un scandale, ou même de poursuites judiciaires s'il y a des problèmes, ce qu'on risque avant tout, c'est le rejet de notre produit ou de notre solution par ses utilisateurs. Et c'est un problème qu'on rencontre assez fréquemment. En effet, il y a une méfiance envers l'intelligence artificielle qui est très forte chez les Français. Là, j'ai des chiffres qui datent un petit peu, mais on voit que 60% d'entre nous perçoivent ces technologies plus comme une crainte qu'une chance. Et en plus, on apprécie de moins en moins l'intrusivité du marketing ciblé. Et en large majorité, nous sommes préoccupés par la collecte de nos données personnelles et sur leur utilisation. Et donc, on peut se poser la question de comment rétablir la confiance. Donc, la réponse souvent apportée lorsqu'il y a des inquiétudes dans la société, c'est la réglementation. Et on l'a vu avec le RGPD pour les données personnelles, par exemple. Mais moi, je pense personnellement que la solution est ailleurs, même si je pense que les réglementations sont très bénéfiques. Moi, j'ai la conviction profonde que la confiance ne se construira que si nous implémentons l'intelligence artificielle de façon responsable. Qu'est-ce que ça veut dire de façon responsable? Je vais vous donner quelques exemples de ce que je veux dire par là, en prenant des exemples donc, pour illustrer avec des leviers actionnables. Donc, comment est-ce qu'on peut justement faire cette implémentation?
La première chose, c'est qu'il faut rendre les prédictions et les décisions compréhensibles et interprétables par les utilisateurs de solutions. Et pour moi, c'est probablement le point le plus important. Comme vous savez, un modèle de data science fait des prédictions sur la base de facteurs qui ont des importances assez variées. Et le modèle donne des probabilités. Et trop souvent, on a tendance à donner aux utilisateurs la prédiction directement, sans donner ni la probabilité, ni quels facteurs ont influencé la décision. Par exemple, si je développe un outil de maintenance prédictive qui aide des techniciens à prévoir des pannes d'équipement, si je leur dis juste qu'il faut changer cette machine, les techniciens risquent de pas du tout adopter ma solution parce que je ne vais pas leur fournir suffisamment d'informations pour qu'ils puissent eux-mêmes décider de faire confiance ou non à mon algorithme. Donc clairement, la première étape déjà, c'est de leur donner la probabilité. En effet, une probabilité de 55% qu'il va y avoir une panne par rapport à une probabilité de 90%, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, avec un seuil à 50%, c'est le même diagnostic. Donc, important de donner la probabilité, mais ça ne suffit pas forcément. Il faut aussi expliquer les raisons derrière ce choix. Il faut par exemple lui dire quels sont les capteurs qui ont influencé la décision, même potentiellement lui montrer les signaux eux-mêmes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de mathématiques derrière, hein, mais vous savez probablement que tous les modèles de data science ne sont pas interprétables, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours accès directement aux facteurs qui ont influencé la prédiction. Essayez toujours de préférer les modèles simples, directement interprétables, que sont les régressions ou les arbres de décision. Et si on utilise des modèles plus complexes, utilisez des librairies comme Line ou SHAP ou d'autres maintenant qui permettent d'avoir accès aux facteurs de façon indirecte. Et dans tous les cas, essayez au maximum d'éviter d'utiliser des boîtes noires. Ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple de choses à faire, c'est de laisser le contrôle sur les décisions finales aux utilisateurs. Parce qu'une des craintes principales des gens, c'est perdre le contrôle par rapport à l'IA. Ce côté un peu fantasmagorique des robots qui prennent le pouvoir. Et donc, du coup, laisser la décision finale aux utilisateurs leur permet de retrouver ce sentiment d'agency, de pouvoir, qui va renforcer leur lien par rapport à votre solution. D'autre part, comme on l'a vu, les prédictions des modèles sont des probabilités, et certains cas sont plus évidents à décider ou à prédire que d'autres. Pour des choix binaires, les prédictions autour de 50% seront aussi souvent celles qui ont le plus haut taux d'erreur. Donc, il est possible d'automatiser les cas évidents qui ont une haute probabilité ou une très basse probabilité, et laisser les cas plus ambigus autour de 50% à traiter par des humains. Par exemple, si on fait un modèle pour automatiser les demandes de prêt, les cas évidents peuvent être validés plus ou moins automatiquement et laisser aux employés de banque plus de temps pour traiter les cas plus difficiles. On appelle ça garder l'humain dans la boucle. Et c'est une solution qui permet à la fois d'augmenter l'adoption de l'application par ces mêmes employés de banque, mais aussi de réduire des erreurs potentielles. Donc, c'est un double effet positif. Une autre façon d'impliquer les utilisateurs et de renforcer leur impression de contrôle, c'est de leur demander leur avis sur les décisions ou les prédictions de votre modèle. Si jamais vous avez fait une mauvaise prédiction, mais que vous avez permis à votre utilisateur de vous le dire, il aura une perception moins négative de votre solution. Ce feedback est également une donnée extrêmement importante pour vous en tant que data scientist, parce que ça va vous permettre d'améliorer les performances de votre modèle par du réentraînement. Cette boucle de feedback, c'est quelque chose à penser dès les premiers pas, dès le design de votre solution, et c'est quelque chose de vraiment très, très, très important. Une autre façon de donner la parole aux utilisateurs, c'est de leur permettre de laisser leur avis sur votre produit de façon plus générale. La confiance, c'est ce qu'on appelle transitive, fait qu'on fait plus facilement confiance à une application si d'autres lui font également confiance. Vous en faites probablement tout le temps l'expérience, qui ne regarde pas les avis des utilisateurs avant d'acheter quelque chose en ligne ou de réserver une table dans un restaurant. Maintenant, on se fait tous constamment. Bon, bien sûr, il faut que les avis soient bons, sinon ça ne marche pas. Un autre point extrêmement important, c'est d'être transparent sur l'utilisation des données personnelles et bien les protéger. Comme on l'a vu dans le sondage, les données personnelles sont un sujet très sensible pour les Français. Et là encore, pour les rassurer et gagner leur confiance,
il faut leur fournir des informations claires et précises sur ce qu'on va faire avec ces données. Pas des pages de texte incompréhensibles et illisibles sur lesquelles on clique accepter parce qu'on n'a pas envie de lire, mais vraiment un message direct et transparent. Il faut être aussi bien sûr en règle avec le RGPD, mais avant tout, c'est être en adéquation avec l'esprit de la loi, qui est principalement de minimiser la quantité des données récupérées, anonymiser au maximum les données qu'on récupère, et bien sûr bien les sécuriser et les protéger, les intérêts et les droits des utilisateurs. Et vous pouvez penser qu'en tant que data scientist, ce n'est pas forcément de votre prérogative, mais je pense que c'est faux de penser ça. Vous avez votre mot à dire sur d'où viennent les données que vous allez analyser et vous pouvez influencer ces bonnes pratiques. Le dernier point que je veux voir avec vous, c'est de mettre en place des mécanismes pour s'assurer de l'absence de biais potentiellement discriminatoires. Dans les cas où votre produit ou votre solution peut avoir un impact sur les utilisateurs, il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas de biais qui peuvent leur nuire. Donc, ça veut dire avant tout vérifier qu'il n'y ait pas de biais dans les décisions, dans les prédictions pour certaines sous-parties de la population. Il y a des solutions techniques pour vérifier et potentiellement corriger ces biais, mais comme tous les autres exemples, c'est surtout qu'il faut réfléchir, avoir conscience des potentiels problèmes et identifier là où on peut avoir une influence. Donc, vous savez que probablement les biais en sortie des algorithmes sont liés à des déséquilibres dans les données d'apprentissage en entrée. C'est surtout là qu'il y a le problème de biais et que c'est souvent plutôt des biais cognitifs qui sont issus de l'intelligence humaine, dont il est question ici, et il y en a beaucoup. Et nous vivons dans une société qui est biaisée. Comme vous le savez aussi, le machine learning apprend du passé pour prédire le futur. Et si on ne fait pas attention, le risque est bien sûr de propager et même potentiellement d'accentuer les discriminations qu'on a dans nos sociétés actuellement. Donc, il faut faire très attention à avoir une collecte des données la plus équilibrée possible, c'est-à-dire sans biais d'échantillonnage. Par exemple, si je fais un algorithme de reconnaissance faciale, bien sûr, ne pas prendre que des photos de caucasiens, mais bien équilibrées par rapport aux différents types ethniques. Si je fais un modèle de présélection de CV pour un poste de développeur, je dois faire attention à rééquilibrer ma base de données qui va potentiellement, par nature, contenir majoritairement des CV d'ingénieurs de sexe masculin. Un autre moyen de limiter les risques, c'est d'avoir bien sûr un maximum de diversité dans les équipes de développement. Et c'est pour ça qu'il faut encourager un maximum de femmes dans la data science, donc dans les équipes de développement, mais aussi dans les populations de testeurs de votre solution. Donc parce qu'on ne fait pas tous attention aux mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes préoccupations, et mélanger les personnalités, les genres, les cultures, c'est un meilleur moyen pour couvrir au maximum les risques et les possibilités. Donc, les exemples pratiques que je vous ai donnés illustrent les 5 piliers d'IA responsable que mon équipe et moi-même avons formalisés. On retrouve la transparence dans le message, la sécurité des données personnelles, mais aussi l'interprétabilité et l'explicabilité qui permettent de fournir aux utilisateurs les informations nécessaires pour décider de faire confiance au système d'IA que vous leur proposez. L'interprétabilité, c'est le modèle directement, avoir accès aux facteurs influençant la prédiction. L'explicabilité, c'est comment on va designer nos interfaces pour expliquer au mieux à nos utilisateurs ces mêmes prédictions. Et enfin, il y a la vigilance qui concerne les biais dont on vient de parler. Et on a développé, grâce à ce framework, un outil d'assessment et d'audit des solutions d'IA. On accompagne nos clients dans la formation, des acculturations, on fait aussi du développement et de l'implémentation de l'IA suivant ces principes-là. En conclusion, je pense qu'il est clair qu'aujourd'hui, l'IA porte une promesse de compétitivité accrue sur le marché pour nos entreprises. Il y a également une promesse de
rendre le monde plus beau et meilleur, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on fait et dans le climat de défiance actuelle, le risque de réputation et d'adoption de nos solutions est vraiment loin d'être négligeable. Et donc je pense que prendre le sujet de l'IA responsable à bras-le-corps, c'est prendre de l'avance, à la fois pour s'assurer que notre produit ne sera pas rejeté par les utilisateurs, mais aussi prendre de l'avance par rapport aux réglementations à venir. Et déjà, dans le texte de loi du RGPD, il y avait certaines restrictions supplémentaires par rapport aux algorithmes, mais il y a d'autres législations qui sont en cours d'élaboration et je pense qu'on se dirige clairement dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Annabelle. C'était super intéressant. Oui. Je me permets du coup d'arrêter ton partage d'écran. Et on va passer à quelques questions ici rapidement. Et aussi, s'il y a d'autres questions, on pourra revenir après parce que je sens que tu vas rester avec nous pour aussi la table ronde. Donc, j'aurais déjà une question qui aussi va permettre de parler un peu plus sur notre objectif avec cet événement. C'est d'attendre les jeunes étudiantes, les jeunes femmes qui rentrent dans le domaine de la data science et aussi les femmes qui sont dans le domaine mais qui se posent des questions et aussi pour les inspirer et les supporter. Donc, en ayant en tête ce public initial de jeunes étudiantes ou un début de carrière, je me poserai cette question par exemple. Quel est mon rôle dans tout ça? Concrètement, là, déjà, c'est beaucoup plus clair pour moi. Les leviers concrets pour faire attention et avoir cette IA responsable parce qu'on en parle beaucoup, mais très rarement, on montre des cas concrets, des actions concrètes. Donc déjà, je trouvais super intéressant et parlant, pratique. Donc, en étant une jeune ingénieure ou data scientist dans le domaine, quel serait mon rôle? Parce que je me sentir un peu impuissante dans une équipe. Qu'est-ce que je peux faire? Et pour assurer qu'on prend en compte ces piliers, vraiment. Donc, c'est compliqué, surtout quand on est jeune et qu'on commence dans une équipe, de dire moi, je pense qu'on ne devrait pas utiliser ce modèle-là parce qu'il n'est pas interprétable. J'ai regardé et je pense que là, il y a un biais et on devrait faire attention. Et souvent, le tech lead ou le manager qu'on a juste au-dessus de nous n'est pas forcément ouvert à ce genre de remarques-là. Cela dit, il y a dans l'entreprise probablement quelqu'un qui l'est ouvert à ce genre de problématiques. Surtout que ça peut vraiment amener à des problèmes de réputation pour l'entreprise. Donc, c'est des sujets qui sont quand même assez sérieux. Il faut faire attention. Donc, je pense que le mieux, c'est d'essayer de trouver dans son environnement quelqu'un qui est réceptif à ce genre de problématiques et d'aller voir cette personne-là pour lui parler de potentiels problèmes que vous voyez sur vos projets. Nous avons une question que je vais la prendre ici et vous montrer à tous. Donc, que pensez-vous des efforts de l'Europe pour les régulations de l'IA? Donc, je pense que clairement, l'Europe est la partie du monde qui est le mieux placée pour faire ces régulations. Quand j'étudiais, quand j'étais postdoc à New York, je faisais partie d'une task force qui s'intéressait à ce genre de problématiques. Et on a eu une réunion une fois que, en plus, Trump était élu. Et tout le monde disait que les États-Unis, par nature, ne sont pas très poussés pour mettre des régulations. Avec Trump au pouvoir, c'est encore pire. Que l'Asie, surtout la Chine, n'a pas les mêmes problématiques de protection de la vie privée que l'Europe et que c'est vraiment l'Union européenne qui est la seule à pouvoir mettre en place ce genre de choses. La régulation n'est pas facile. Délimiter les règles
est un problème difficile. Mettre en place les systèmes de vérification est aussi un problème coriace. La première loi là, sur le RGPD est une bonne voie. Comme je l'ai dit, il y a déjà dans cette loi des régulations, notamment pour ce qu'on appelle les algorithmes décisionnaires, donc ces algorithmes qui ont un impact sur les citoyens. Et je sais qu'il y a beaucoup d'institutions qui planchent sur de nouvelles régulations. Merci. Et encore dans ce même sujet, comment peut-on auditer et mettre en place, enfin, là on a parlé des tendances, etc. Mais comment peut-on vraiment auditer je sais que c'est un sujet très compliqué, donc j'aimerais juste que si tu peux en parler un petit peu aussi pour mettre en lumière la difficulté que c'est auditer tout ça. C'est très compliqué, donc et c'est pour ça que justement la législation traîne un peu parce que il faut une checklist, il faut des gens compétents pour pouvoir auditer les systèmes. Et du coup, donc il y a plusieurs personnes qui travaillent un peu sur ça. Nous, on travaille avec une association pour définir quels sont les critères pour dire si une IA est responsable ou non. On peut s'inspirer de ce qui est fait dans le monde de la finance et des assurances, où eux, ils ont une régulation déjà en place depuis longtemps, notamment sur le droit des usagers à avoir accès à quels sont les facteurs qui ont amené à un rejet, par exemple, de prêt. Et du coup, ils sont, eux, obligés d'utiliser des modèles complètement et directement interprétables, que sont donc les régressions ou les arbres de décision. Ils ne peuvent pas utiliser des modèles qui ne le sont pas. Et donc, je pense que la seule façon d'être complètement transparent, c'est ce genre de modèle directement interprétable. Après, il y a le problème de compromis performance-interprétabilité, qui est un long problématique que je pense qu'on peut travailler avec garder l'humain dans la boucle et essayer de limiter les problèmes. Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on fait ces efforts dans l'industrie et les entreprises d'aller vers les modèles super complexes qui vont prédire la réalité au plus proche possible, etc. Et là, quand on est face à l'explicabilité, on inverse la situation parce que c'est super compliqué d'expliquer tout ça. Et d'ailleurs, quand on discutait, je voulais aussi raconter à tout le monde ici, c'est que on parlait aussi des cas, donc bien faire la différence entre des cas industriels ou des cas qui utilisent des données personnelles. Donc, si on parle des cas industriels, par exemple, on va prédire ici le fonctionnement d'une usine éolienne, des panneaux solaires, etc. Du coup, ça, on peut quand même continuer à aller vers des modèles plus complexes. Mais dès qu'on commence à parler plus de données personnelles, des prêts, des CV, etc., c'est très compliqué. Après, comme j'ai donné en exemple, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir accès à quels sont les facteurs qui ont influencé la décision. Mais là, des librairies, encore une fois, comme Lime et Shap, qui permettent d'avoir accès indirectement aux facteurs d'importance, ça suffit très bien pour ces cas-là. Tout à fait. Donc, Annabelle, je t'invite à rester avec nous sur scène. Si tu veux prendre un verre d'eau, n'hésite pas, mais je t'invite à rester avec nous sur scène. Moi, je vais inviter donc, nos deux autres oratrices pour la table ronde. On avait, je vous ai dit qu'on était qu'elles étaient quatre, mais il y a une qui a un petit souci. Donc, on n'est pas sûr qu'elle puisse arriver. Donc, si elle arrive, tant mieux. Sinon, c'est dommage, c'est pas grave. On va rester toutes les quatre. Donc, j'invite sur notre scène aujourd'hui Béatrice et Laurence. Donc, je vais vous présenter également toutes les deux. Donc, je vous invite à monter sur scène. Donc, d'abord, Béatrice Biancardi, bienvenue. Elle est diplômée de l'Université de Trente en Italie en 2019. Elle a obtenu son doctorat d'interaction homme-machine à l'Université de la Sorbonne. Elle travaille actuellement en tant que chercheuse postdoctorale dans le cadre d'un projet intercarno, MINE, TSN, AI for Soft Skills, donc lié à notre sujet aujourd'hui, super intéressant.
Et ses intérêts de recherche incluent le développement de modèles informatiques de comportements sociaux en utilisant le traitement du signal pour comprendre et interpréter et prédire ces comportements humains lors des interactions homme-homme et homme-machine aussi. Donc, elle va nous en parler un peu plus pendant la table ronde. Bienvenue, merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Et Laurence Desvillers. Bonjour. Bonjour, merci aussi de ta présence. Elle est professeure d'intelligence artificielle à l'Université de la Sorbonne et dirige l'équipe de recherche Dimension affective et sociale de l'interaction orale avec les robots, les enjeux éthiques, depuis 2004 au CNRS LISN. Aussi, je suis super curieuse, intéressée par vos sujets. Depuis 2020, elle dirige la chaire interdisciplinaire d'intelligence artificielle humaine, donc ça veut dire Human-Machine Affective Interaction and Ethics, au CNRS ici. Elle est membre du comité national pilote sur l'éthique du numérique et travaille sur les agents conversationnels, l'IA et l'éthique. Elle a également écrit 2 bouquins, enfin 2 livres sur ces sujets, Les robots émotionnels et les robots et les hommes, mythes, fantasmes et réalité. Et voilà. On pourra en parler. Il y a beaucoup de sujets pour aujourd'hui, pour cette table ronde. Merci beaucoup. Et j'aimerais du coup commencer par Béatrice, par ton parcours très divers et sur ce domaine de la data science. On voit que elle permet de travailler sur des problématiques ayant du sens. C'est-à-dire aujourd'hui, souvent, la génération actuelle cherche beaucoup de sujets qui ont du sens. Par exemple, la lutte contre le Covid-19. Il y a eu beaucoup de sujets liés à ça, ou les utilisations des données lors du traitement d'images pour le domaine médical, pour aider les médecins à faire des choix plus rapidement, bénéficier les patients, etc. Donc, on peut mettre tout ça dans un panier qu'on appelle aujourd'hui Data for Good. Donc, vous pouvez jamais dire votre avis par rapport à toute cette affirmation-là. Et donc, est-ce que selon toi, le fait de chercher une raison, un sens dans ce qu'on fait peut être aussi un point d'attractivité pour les femmes dans le domaine de la data science? Ouais, oui, déjà merci, je suis ravie d'être là, de discuter avec vous. Je pense qu'en général, dans tous les domaines, il est important de trouver un sens dans ce qu'on fait parce que ça nous permet de mieux travailler si on a un vrai objectif concret. Et dans le cas de la data science, je pense que c'est très important pour rendre plus attractif, pour donner de la motivation aux femmes, mais aussi en général, de montrer le sens de ce qu'on fait dans la data science, donc de montrer la data science pas seulement comme un ensemble de chiffres, d'algorithmes, mais de données qu'on analyse, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et je lis ce que Annabelle a dit tout à l'heure, il faut pouvoir interpréter, expliquer les modèles. Donc, récemment, c'est un sujet très important, celui de pouvoir expliquer ce qui se passe dans les modèles de données, parce que avant, les modèles qui étaient souvent utilisés, c'était des black box, donc des boîtes noires. Donc, on a des données en entrée, en sortie, mais on ne sait pas ce qui se passe au milieu. Il est important de mieux comprendre et de trouver un sens dans les algorithmes, mais aussi d'avoir des objectifs concrets. Et comme tu as dit, moi, je viens d'un parcours très interdisciplinaire. J'ai toujours cherché à travailler des projets qui avaient du sens, qui avaient un objectif. Donc, je viens des sciences cognitives. Et après, je me suis approchée à la data science. Et j'analyse un type précis de données qu'on appelle les signaux sociaux. Donc, c'est tout un ensemble de comportements verbaux et non-verbaux de l'humain en interaction. Et l'objectif, c'est de réussir à interpréter ces signaux. Donc, c'est une tâche que pour nous, en tant qu'humains, est assez facile. Donc, on arrive bien à interpréter les expressions faciales et interpréter l'émotion qui est derrière ces expressions. Et par exemple, on peut interpréter les intentions de l'autre quand on parle avec lui et se former aussi des impressions qui sont souvent des impressions correctes, sauf si on est influencé par des biais, des stéréotypes. Mais pour la machine, ce type de tâche est assez compliqué. Donc, notre objectif, c'est de rendre la machine capable à mieux interpréter ces signaux sociaux,
donc les comportements des utilisateurs pour permettre des interactions plus engageantes, plus efficaces. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir en tête l'objectif de nos projets et trouver des objectifs qui nous intéressent surtout. Très bien, merci beaucoup. Je vais passer du coup à une question pour Laurence. Et du coup, en ayant en tête aussi ce qu'a dit Béatrice et Annabelle, des points d'attention qu'on doit avoir pour les nouveaux algorithmes, les solutions digitales, quand on parle aussi d'éthique dans les algorithmes, quel serait, qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur l'aspect de coadaptation humain-machine en ayant en tête la grande augmentation de données. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de données, de plus en plus de cas d'usage, de plus en plus de problématiques qu'on peut attaquer avec ça. Donc, est-ce que ces tendances ont un fort impact sur ces points d'attention qu'on doit avoir? Et en parlant aussi un peu de ton parcours au passage. Merci pour votre invitation et pour ce thème extrêmement intéressant. Donc, moi, j'ai un parcours plutôt sur l'apprentissage de machines et technologies. En fait, je viens de l'informatique et je me suis intéressée aux émotions dans les années 2000 pour essayer d'améliorer des systèmes avec lesquels on parlait dans des call centers, par exemple. Et puis, je me suis rendu compte du fort impact que pouvaient avoir ces systèmes de détection d'émotions et d'indices sociaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le fort impact que ça pouvait avoir sur les personnes en face, et puis la facilité que j'avais aussi de modifier les stratégies de mon système pour m'adapter. Et de là est né un fort engagement de ma part sur l'éthique, parce que pour l'instant, ces systèmes ne marchent pas très bien. Vous l'avez dit, on est très loin de l'humain pour comprendre les capacités. Enfin, la machine n'a pas les capacités d'interprétation qu'a l'humain. Elle n'a même pas la capacité de comprendre, en fait. Elle est juste sur un modèle mécanique que l'on a encodé dans la machine pour essayer de détecter une expressivité sans souvent d'ailleurs comprendre le contexte très très bien. Alors j'ai beaucoup travaillé avec des sociologues, avec les mêmes je crois qui sont engagés dans le même projet, et puis à l'heure actuelle je travaille avec des économistes aussi. Donc pourquoi je parle de coévolution ou coadaptation? Parce qu'on fait des systèmes qui vont s'adapter le plus possible à nous, qui vont traquer nos biais cognitifs aussi et nos biais d'interprétation et de perception. Et avec ça, on peut nudger, c'est-à-dire en fait influencer les autres. Et c'est le sujet de ma chaire. On peut les influencer, les faire changer d'opinion ou leur faire acheter des produits. Donc on voit une foultitude d'applications arriver et ce qui me rend très très engagée sur ces systèmes, sur ce domaine en ce moment, c'est que je ne vois pas arriver de régulation à ce niveau-là. Vous avez parlé de régulation tout à l'heure, que j'entends tout à fait sur la data. Moi, j'utilise des données pour faire de l'apprentissage. De plus en plus, comme vous l'avez dit aussi, Mariana, nous avons énormément de corpus à notre disposition. Donc, on arrive à des simulations avec notamment le langage, à des simulations de très bon niveau, à des générations en tout cas de très bon niveau de la part de la machine, avec cette dissymétrie qui est que la machine est capable de générer « vous êtes magnifique, vous êtes super, je vous adore » et en même temps ne rien comprendre du tout à la situation. Donc, elle est en aucune manière responsable de ce qu'elle dit, ni de ce qu'elle elle comprend pas, donc elle n'est pas responsable non plus. Donc, il faut faire attention à ces niveaux d'engagement qui vont faire qu'on peut risquer d'être dépendant de la machine, d'être influencé ou d'être isolé pour le cas de personnes âgées. Et il y a là un véritable potentiel de manipulation à travers les Google Home, Alexa, Amazon, Siri, etc. On voit déjà que dans notre environnement, nous avons tous de plus en plus d'interactions vocales avec ces systèmes, et donc il est nécessaire de les encadrer. Et puis c'est très compliqué cet encadrement, parce que tout à l'heure vous avez dit si la machine prédit à 50% pour 2 classes, bon c'est du hasard ça. Donc jusqu'où irons-nous pour prédire des choses, sachant que les émotions, par exemple, pour avoir beaucoup travaillé, je dis j'ai une vingtaine d'années de travail sur les émotions. Voilà, on est vraiment sur des modèles extrêmement simples.
les émotions dans la vraie vie. Hein. Moi, j'ai travaillé sur les appels d'urgence au SAMU, par exemple. Vous pouvez être content et en même temps très content parce qu'on vient vous aider et en même temps très triste et anxieux parce que la personne devant vous souffre. Et ça, on l'entend dans la voix. Et il n'y a aucun système à l'heure actuelle qui est capable de déceler ce genre de choses. Et nous avons des corpus en fait qui sont quand même très partiels, donc c'est difficile de passer le cap et de dire bon, on est capable de détecter des émotions dans la voix. Par contre, on voit arriver effectivement une fulgurance de projets, d'applications, de IoT, l'Internet of Things, des objets qui vont détecter nos comportements. Et moi, je suis inquiète parce que si effectivement nous sommes sur des détections de 70%, il y a 30% d'erreurs. On voit déjà qu'il y a des biais dans les algorithmes. Alors, 30% d'erreurs au quotidien, avec en plus cette espèce de manipulation hein, sur lesquelles on est tous engagés, qui est que lorsque ça génère quelque chose, un système, eh bien, ça peut vous paraître intéressant. Et l'anthropomorphisme qu'on fait tout à fait naturellement dans la société avec ces systèmes qui nous parlent, la parole, c'est humain, la parole. La parole, c'est quelque chose qui normalement est rattaché à la nature humaine et qui a une responsabilité. Et là, ça ne l'est pas. Donc, il est nécessaire d'avoir un réel comportement pour qu'on ait confiance dans ces systèmes d'expérimentation, d'explication des erreurs que peuvent faire ces systèmes et de méfiance aussi. Hein. Je viens de rentrer là d'un projet en taxi. Mon taxi a pris un sens interdit. Pourquoi? Parce qu'il suivait son GPS. Je lui ai dit attention, on est sur un sens interdit. Il m'a dit mais non, le GPS a dit la vérité. Non, mais, donc, cette coopération humain-machine qui pourrait être excellente, on est bien d'accord, moi je suis pro-technologie, il faut vraiment éduquer, apprendre en coopération avec ces machines pour comprendre. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est que nous ne sommes pas conscients de tout. Nous percevons les choses différemment parce que nous avons ce qu'on appelle les caractères idiosyncrasiques de la personne, donc qui sont liés à son éducation, sa psychologie, son affect particulier, et en même temps le poids de la culture, et les interactions que l'on va décrypter différemment parce qu'on parle avec son hiérarchique ou alors son enfant, et c'est tout à fait différent. Et je pense qu'il y a, à travers toute cette prise en compte, cette interprétation qu'on fait, des biais. Et ces biais, ils sont naturels. On ne pourra pas les enlever chez l'humain. Il ne faut pas les enlever. Il ne faut pas que la machine nous les enlève. Ça fait partie de notre faculté, notre fulgurance à s'adapter, à survivre, à être pertinent, à trouver des choses nouvelles, à créer des choses nouvelles. Donc c'est fulgurant, cet apport de notre intuition, et en même temps vouloir la coder dans les machines, c'est à mon avis un échec évident au bout du compte, parce que soit on va caricaturer et nous allons standardiser toute cette richesse de différences que nous avons entre humains, et pourquoi faire hein? Alors, moi, je suis pour s'engager dans ces directions-là lorsqu'il y a des aspects médicaux, de santé, d'accompagnement, voyez. Mais sur d'autres aspects, il faut vraiment faire attention à cette co-adaptation. C'est-à-dire, c'est l'humain qui va s'adapter à la machine. Il va s'adapter peut-être en ayant moins d'expressivité émotionnelle, par exemple, en modifiant son langage. On commence à le voir. Et donc, il faut éduquer. Il faut éduquer à l'école. Il faut être conscient de ces sujets. Merci Laurence. Avant de passer à Annabelle, je voulais juste attirer votre attention aux résultats du sondage. Donc, avez-vous des craintes par rapport à l'IA? 73% des personnes ont répondu oui et 27% ont dit non. Donc, ça montre bien que il y a des craintes. Donc, il y a des personnes qui se posent ce type de questions, ce qui est très bien hein, d'alerter. Et une autre question que Laurence a répondu sur le chat, mais au cas où les autres n'ont pas vu, mais quel est actuellement le pourcentage des femmes versus hommes dans la data science? Donc, entre 20 et 30% selon le pays. Je peux dire un mot là-dessus. Hein. La prise de conscience aussi qu'il faut avoir par rapport aux femmes, hein, puisque c'est l'objet aussi de notre discussion, d'attirer les jeunes filles, c'est que non seulement on va prendre soin des conséquences dans la société, mais surtout, c'est un monde très masculin qui fait ça. On le voit avec ces pourcentages. Et quand je regarde les agents conversationnels, ils sont féminisés.
Ils ont des noms féminins, Elisa, Sophia. Sophia, c'est un robot, est citoyenne d'Arabie Saoudite. Il y a des gens en Arabie Saoudite qui travaillent 10 ans ou 20 ans qui ne sont pas citoyens. Les femmes portent des voiles. Bon, je ne sais pas. La confusion est énorme. Et on fait des agents conversationnels féminins avec des voix féminines, des comportements féminisés et des corps féminins pour la robotique sexuelle aussi. Et cela, c'est aussi une représentation finalement d'une assistante bienveillante, un peu esclave, qui n'est pas très maligne derrière ces systèmes. Donc, il faut faire attention à ça. Et quand je pose la question à des industriels, parce que je travaille beaucoup aussi avec des industriels, eh bien, ils me disent, mais moi, j'ai fait des études. J'ai fait des études avec mes clients, par exemple, dans une banque. Et les garçons, enfin les hommes, préfèrent des voix de femmes. Et les femmes aussi. Donc, si on considère la perception de tous, on peut aller vers un monde où votre voiture, votre téléphone, votre frigo, votre robot, etc., va vous parler avec des voix féminisées. La représentation des femmes à travers ces machines, c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Le hasard pourrait être un élément. Quand on décroche son téléphone, on ne sait pas si c'est une voix d'homme ou de femme. Quand j'ai par défaut sur ma voiture une voix de femme, eh bien c'est du nudge, c'est de l'influence. Annabelle, j'ai vu que tu voulais ajouter quelque chose avant que je te pose la question. Oui, en fait, je voulais rebondir sur ce que disait Laurence. C'est extrêmement intéressant tout ce qu'elle a dit. Il y a plein de points qui amènent plein de choses. Et notamment par rapport au taux d'erreur, même sur des modèles qui sont très performants. Moi, ça me fait penser à la reconnaissance faciale et notamment IBM travaillait aux États-Unis avec des services de police dans plusieurs villes américaines et ils ont arrêté de travailler avec eux parce que donc, leur modèle de reconnaissance faciale étant imparfait, même à 98%, 2% d'erreurs, ça fait, sur des millions de personnes dans une ville, ça fait beaucoup d'erreurs. Et surtout, en plus, avec le biais qui se rajoute dessus, où les erreurs étaient principalement pour les personnes noires et de couleur et asiatiques, voilà, donc c'est même des modèles, aucun modèle ne sera jamais parfait. Oui. Donc, une modélisation est une simplification de la vérité, de la nature. Donc, voilà, c'est comment est-ce qu'on va gérer ces erreurs, et je trouve ça très intéressant ce que Laurence a dit. Il faut qu'on ait un moyen. Ouais. Et tu parlais aussi pendant ta présentation, Annabelle, de laisser la décision finale aux utilisateurs, donner la parole à ces utilisateurs, et aussi que je mets tout ensemble avec ce que Laurence disait. Est-ce que, à ton avis, les data scientists actuels, les personnes travaillant dans la technologie, doivent se rapprocher de plus en plus des métiers, des clients qu'avant, donc apprendre de nouvelles compétences. Comment tu vois ce sujet-là de rapprochement du métier, de développement et des nouvelles connaissances et compétences? Oui, tout à fait. Je pense que donc, pour moi, la façon dont je le vois, on a testé pour les premières années, là, il y a la valeur de l'IA. On a cherché à démontrer qu'il y avait une valeur intéressante. Je pense que la valeur, maintenant, tout le monde la connaît. Et la problématique d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on la met en production? Comment est-ce qu'on l'utilise, cette IA? À quoi, voilà. Et je pense que, par exemple, chez Total, avec votre Digital Factory, vous avez réussi à faire des feature teams où il y a un PO business et des personnes tech, data scientists. C'est vraiment et des UX et des gens comme ça autour. Et ce lien entre le business, les utilisateurs, l'UX, le data eng, le data science, c'est comme ça qu'on va arriver à faire des produits qui vont être non seulement utiles, mais utilisés. Et cette partie explicabilité dont j'ai légèrement parlé, c'est vraiment de designer donc, ces interfaces afin que la personne qui utilise notre solution comprenne ce que cette solution est en train de faire. Là, on revient aussi sur ce que Laurence disait, il faut que les gens qui utilisent la solution comprennent ce que c'est ce que ça fait, que c'est un algorithme qui commet des erreurs, qui a une probabilité. Toute la problématique des probabilités, c'est un truc énorme parce que le cerveau humain est très mauvais pour gérer des probabilités. On a une courbe qui n'est pas du tout linéaire de représentation des probabilités. Donc, voilà. Il y a énormément de sujets dont on peut discuter. On va passer
On va passer à un autre bloc de questions ici. Que sera? C'est le jingle de la série. On a profité pour faire aussi. Bon, du coup, pour bien marquer aussi qu'on passe à notre bloc, là, on avait fait une introduction générale de vos avis et qu'est-ce qu'on pense sur le sujet, les questionnements qu'on a par rapport à ça. Et du coup, je voulais commencer par Béatrice et te poser une question plus précise sur ton sujet de recherche et comment déjà il se déroule, sur quoi tu travailles. Et en prenant un peu ce qu'Annabelle disait, de penser aux produits, aux services, aux interactions vraiment qu'on va faire avec l'utilisateur, qu'on va mettre en place en pensant toujours à cet utilisateur. Et je crois comprendre que tu travailles aussi avec des sujets qui sont liés aux humains et comment on peut avoir cette interaction avec eux. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus de ce sujet aussi la difficulté que c'est de traiter tous ces types de données-là. Oui, en fait, là, je travaille actuellement un projet sur la caractérisation de la prise de parole en public. En fait, l'objectif, c'est de développer un système qui puisse aider les orateurs à mieux apprendre comment parler en public, améliorer leurs compétences. Et c'est un type de compétence qui est de plus en plus demandé dans plusieurs domaines, aussi au niveau professionnel. Il est important de bien présenter en public. Et plus en général, moi, je m'intéresse aux interactions humain-machine adaptatives. Donc, mon objectif, c'est de rendre ces interactions, d'adapter ces interactions aux différents profils parce qu'on est tous différents. Il y a plusieurs profils d'utilisateurs qui ont des différentes préférences envers un certain type d'interaction plutôt qu'un autre. On a différentes capacités aussi. Donc, on a des exigences différentes et il faut prendre en compte tous ces facteurs quand on doit développer des interactions avec des systèmes intelligents, des technologies. Bon, dans le cadre de ce projet spécifique, ce qu'on est en train de faire, c'est de mieux comprendre le premier objectif, c'est de mieux comprendre s'il y a des indicateurs verbaux et non-verbaux, surtout non-verbaux. Moi, je m'intéresse plutôt aux comportements non-verbaux. Et s'il y a des indicateurs qui peuvent nous aider pas à prédire, mais à comprendre si on est en train d'avoir une bonne performance ou une moins bonne performance. Donc, des indicateurs de la qualité de la présentation. Donc, bonjour. Et donc, l'objectif, c'est la méthodologie qu'on utilise, c'est d'analyser des corpus de données, donc de présentations déjà existantes et de voir si on peut en extraire des indicateurs. Mais ensuite, l'objectif principal, c'est de construire un système qui puisse donner des retours, des feedbacks à l'utilisateur pendant son entraînement. Et donc, on parlait des questions éthiques. Ça, c'est des problématiques très, très larges. Mais je voudrais parler un peu des questions éthiques qui peuvent être liées au contexte des projets où je travaille. Il y a un contexte très proche au mien. Donc, moi, je travaille sur la prise de parole en public, mais il y a un contexte très proche qui est celui des entretiens d'embauche. Parce que pendant les dernières années, en fait, il y a plusieurs entreprises qui utilisent ces plateformes en ligne qui permettent aux candidats de charger les vidéos de leurs entretiens et ces vidéos sont ensuite traitées par les recruteurs qui vont décider si la personne va être embauchée ou pas. Et comme on a ces plateformes, cela veut dire qu'on a beaucoup de données qui peuvent être analysées si on a l'autorisation, etc. Donc, en suivant toutes les réglementations qui sont présentes. Mais il y a plusieurs des critiques à ce type d'analyse. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'analyser ce type de données? Moi, je pense que si on pense vraiment aux questions éthiques, c'est aussi, je parle au niveau de la recherche parce que c'est là que je travaille, mais je pense qu'au niveau industriel, ça devrait être un peu le même. Je pars du principe que c'est le chercheur qui doit savoir comprendre jusqu'où aller. Donc, de bien comprendre quel est l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est de développer des systèmes qui puissent être utiles à l'utilisateur, pas d'exploiter les données pour d'autres buts. Et donc, si on parle du cas particulier des entretiens d'embauche,
Si on analyse ce type de données, donc pour voir s'il y a des indicateurs qui peuvent nous prédire si cette personne a plus ou moins de probabilité d'être embauchée ou pas, c'est pas pour créer des systèmes qui vont décider automatiquement, donc ils vont prendre une décision si embaucher ou pas cette personne, mais c'est plutôt d'utiliser ces données pour entraîner, pour aider les candidats, par exemple un système d'entraînement qui peut être utilisé par le candidat avant le vrai entretien pour pouvoir développer ses compétences. Donc, je pense qu'il y a plusieurs problématiques éthiques, mais il faut bien exploiter les données avec des objectifs pour l'utilisateur. Je vais passer la parole à Laurence et aussi au passage, j'aimerais te poser une autre question. Donc, comme ça, si tu peux mélanger les deux réponses. Donc, c'est lié à l'éthique aussi, à toutes ces utilisations. Et est-ce que tu penses qu'on devrait créer ou qu'il devrait exister un organisme pour dire ça, on peut utiliser un algorithme, une IA, ça, on peut pas. Donc, là, aujourd'hui, il y a des organismes pour la LGPD, enfin, LGPD, c'est au Brésil, mais la loi générale d'utilisation de données, ça, c'est vraiment, je suis brésilienne, donc j'utilise des mots de chez moi, mais du coup, vraiment la réglementation pour l'utilisation des données personnelles qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on voit qu'il y a des réglementations qui sont créées de plus en plus. Est-ce que pour les algorithmes, on devrait faire le même? Et qui serait capable de faire ça? Ah, je pense que tu es en mute. Pour passer par la dernière question et revenir à la première après, eh bien, l'organisme qui s'occupe de cela, et on a la chance d'en avoir un en France, c'est la CNIL, qui est le gendarme des données ou de la vérification de ces outils. Et d'ailleurs, à ce propos, donc sur les logiciels qui ont été développés par certaines start-up ou PME pour faire de la prédiction d'engagement ou pas à partir de la tessiture de la voix, qui est aussi un sujet qu'on m'avait proposé et que moi j'ai refusé. Il y a évidemment des graves problèmes éthiques. C'est comme sur la reconnaissance faciale. Il y a si mon fils a un cheveu sur la langue, il va jamais passer, quoi. Parce qu'on n'aura pas dans la base de données, si déjà on a prévu les accents, c'est déjà pas mal, mais évidemment, le spectre est très riche. Donc, on va forcément standardiser. Et donc, on va également réutiliser les données d'avant. Donc, ce que nous avaient répondu les industriels de cette société, parce que dans le le comité d'éthique dans lequel je suis impliquée très fortement depuis 4-5 ans, eh bien, nous faisons nous proposons en fait des discussions autour de ces sujets et des interviews avec des industriels pour en parler. Et donc, on va au plus près du sujet sur la reconnaissance faciale et la reconnaissance de comportement à partir de tous ces signes paralinguistiques, visage, postural, etc. Et on se rend compte que, ça marche pas très bien. 2, alors si on fait en plus un logiciel pour apprendre à la personne comment finalement se faire comprendre par la machine, on est dans cette espèce de co-adaptation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui moi me semble pas une bonne solution, si vous voulez. Le mieux pour l'industriel, je suis d'accord, c'est de faire le système qui va aider pour le recrutement et en même temps faire l'outil pour entraîner le jeune à se comporter comme il faut devant la machine. Donc non. Pour moi, c'est totalement non éthique. Et on est en train de discuter avec ces sujets de façon extrêmement précise avec la CNIL, mais également l'Europe, essaie de pointer du doigt ce sujet. Moi, j'ai été interviewée dernièrement sur le cas de Suresnes, par exemple. Suresnes, dans la ville, ils veulent mettre des caméras avec de la reconnaissance de comportement. Donc, ils disent que c'est pas biométrique, donc c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on n'identifie pas la personne, mais on cherche à savoir si elle a un comportement suspect. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un comportement suspect? Et quand j'entends les industriels dire c'est la même chose, nos systèmes vont pouvoir être développés dans les petites rues de Suresnes, dans la nuit, quand il y a des chiens et des chats qui sont là, ou alors dans un stade de foot ou dans une gare, j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu négligé la difficulté et la complexité de ces sujets. Qui nécessite quand même une réelle acuité. Bon, alors, à Suresnes, ils proposent de faire une expérimentation en grandeur, et moi, j'ai poussé aussi pour que ça soit le cas, parce que aller sur le terrain, et c'est ce que vous vouliez aussi, qu'on parle de cas concret, aller sur le terrain pour regarder ce qui se passe, quels sont les biais, et comment la population accepte cela, et qu'est-ce que ça engendre, c'est très bien, mais vous êtes d'accord que le voleur qui vient chez vous, il va pas être dans la rue avec son pistolet ni avec une cagoule. Et le jeune qui va défiler pour le carnaval, lui, il a peut-être une cagoule.
Mais bon, on va trouver des tas de cas extrêmes, peut-être rarement, mais je pense que c'est souhaitable d'une certaine mesure, mais en étant encadré. Alors, ce qu'il disait, c'est que c'était le personnel du commissariat qui allait désigner ce que c'était que des comportements suspects. Alors, on peut imaginer aussi des applications de cet ordre-là qui sont pour le bien-être de la propreté de la ville, par exemple. Plutôt sur l'écologie, on va regarder les gens qui mettent leurs poubelles n'importe où, des comportements inadéquats, non solidaires. Bon, c'est quand même une surveillance accrue, n'est-ce pas? De là, pour glisser un petit peu et faire autre chose avec ce système, bah, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, et c'est ce que, évidemment, j'explique. Et il me semble qu'il y a des dérives dans l'exploitation de ces aspects paralinguistiques, linguistiques et faciaux et gesturaux, comportementaux en général, qui se disent être blanc-seing parce que non biométriques, c'est-à-dire non vérification de l'identité. Mais pour moi, il y a d'autres sujets éthiques. Et nous sommes en train de rédiger des avis au sein du CNPEN, donc du Comité national pilote d'éthique du numérique. Et ce comité a vocation de perdurer, avec peut-être d'autres personnes impliquées, parce que ça prend beaucoup de temps et que c'est beaucoup d'énergie. Mais je pense que c'est très utile d'avoir ce genre de comité. On est un ensemble de 22 personnes en pluridisciplinarité, donc avec des philosophes, des ingénieurs, des chercheurs en IA, des personnalités politiques, et également, il y a une députée et également de la CNIL. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces terreaux de discussion. On essaie de l'élargir. À chaque fois, c'est l'idée de collectivement poser des problèmes qui doivent être discutés dans la société. Il ne s'agit pas que des industriels viennent avec des solutions magiques et qu'elles ne soient pas discutées. Demain, nous les aurons à nos portes. La sonnette vérifie maintenant aussi qui vous êtes. Quand vous êtes aux États-Unis, vous sonnez, ça prend une photo et immédiatement, je sais qui y a derrière la porte avant même que vous ayez ouvert. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans ce monde qui va nous surveiller de partout, nous authentifier, nous identifier? Peut-être pas, mais on n'est pas si loin. Il y a pour un problème de sécurité. Il y a le cas de Londres que, du coup, on est un pas encore en arrière. C'est pas identifier les comportements, etc., mais faire la surveillance de la ville. Et déjà, on voit que ça marche pas. Plus de 80% des cas, ils identifient comme des faux dangerosité, des fausses dangerosités. Et imaginons, du coup, tout à fait des comportements dans la ville comme ça, de prendre des images. Ça va être hyper compliqué. Alors, ils l'ont interdit à Paris parce que c'était embarqué sur des drones et la police l'utilisait. Donc, ils l'ont interdit dans les manifestations parce que les gens se sont plaints, etc. Donc, il y a un moratoire qui interdit à Paris, en tout cas ou en France, d'utiliser ces technologies sur des drones. Mais il faut être vigilant sur les applications. Moi, les applications pour l'éducation, c'est vraiment à encadrer, réguler, auditer, comme vous disiez, vérifier. Et pour le recrutement, je suis désolée, c'est pas souhaitable. S'il y a des injustices. Et en plus, si vous voulez, la question qu'on posait à l'industrie, c'est est-ce que, comme il y a un consentement qui est demandé, puisque le RGPD dit, voulez-vous consentir à donner vos données? Est-ce que si le consentement est demandé, est-ce que c'est un réel consentement? Puisqu'en fait, la personne, elle cherche à être embauchée quand même. Donc, on lui demandait, est-ce que c'est vrai que vous pouvez montrer que des gens qui n'aient pas consenti aient quand même été embauchés? Et là, vide. Donc, si vous voulez, si demain on est obligé de passer par là, c'est aussi une contrainte terrible pour tous. Donc, je vous rappelle qu'il y a l'onglet questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller. Après, on ne pourra pas prendre trop de questions vu l'heure qu'il est déjà. Donc, j'aimerais passer la parole à Annabelle. Et en fait, te faire la même question de cas, de ton avis sur l'éthique. Et est-ce qu'on doit avoir cet organisme pour faire cette réglementation, mais plus de façon plus incisive? Je sais qu'il y a la CNIL du coup, mais est-ce que vraiment on devrait intervenir? Et si tu peux nous raconter un cas peut-être un peu plus joyeux. Oui, mais ça peut être très positif aussi. J'en ai aussi un cas plus positif. Moi, j'avais trouvé, j'étais allée à une conférence à l'ambassade d'Angleterre du Royaume-Uni sur les problématiques de juridiction de l'intelligence artificielle. Et j'avais trouvé hyper intéressant la différence entre le modèle anglo-saxon de légiférer et le modèle français, européen, continental de façon plus générale, où les anglo-saxons sont très dans le mode jurisprudence. Ils laissent le problème arriver. Et après, il y a un juge qui va rendre un jugement et ça va devenir la loi, the law of the land.
Alors que la France et d'autres pays européens un peu plus traditionnels ont tendance à vouloir légiférer a priori, essayer de mettre des garde-fous pour essayer d'éviter qu'il y ait des grosses problématiques. Et le modèle anglo-saxon disait que le modèle français était très empêchait l'innovation et mettait beaucoup trop de barrières. Donc, bon, moi, je suis plutôt... Non, c'est caricatural, ça. Je veux dire, c'est une position extrême. Parce que dans le cas de Suresnes, par exemple, ils font une expérimentation qu'ils veulent faire sur plusieurs mois, avec la CNIL qui va surveiller, avec la police qui sera là pour dire voilà ce qui est suspect, et avec du machine learning derrière. Oui, tout à fait. Voilà, ils vont pas dire voilà, non, moi, je pense les expérimentent, ce qui est pas mal. Je pense qu'il y a un intermédiaire où il ne faut pas tout... il ne faut pas tout interdire, bien sûr. Il ne faut pas tout autoriser non plus. Il faut, comme je pense que Laurence a exactement là où il faut, d'expérimenter sous contrôle, de voir où on en est et de... Là, il y a et puis de raconter des belles histoires aussi, parce qu'il y en a des belles histoires. Mais voilà, être assez pragmatique et objectif sur l'apport de ce genre de solution et les problèmes que ça peut engendrer. Tout à fait. Bah, nous allons passer... Tu voulais un bon exemple positif? Pourquoi pas? Non, mais par rapport justement à l'émotion dans la voix, moi j'avais travaillé sur un modèle qui permettait pour les personnes sourdes et malentendantes de rajouter du contexte par rapport au juste speech-to-text classique. Ouais, c'est super. Ça. Là, voilà, c'est là où l'émotion dans la voix peut vraiment rajouter de l'information supplémentaire, même si très, très bas niveau et assez souvent incorrect, mais ça peut aider pour les personnes à comprendre un peu plus, tirer plus d'informations de la conversation. Très intéressant. Merci. Bah, nous allons passer au bloc numéro 3 de notre table ronde. Quel sera... Voilà, les billets dans l'IA, très liés à notre sujet déjà qu'on a commencé à discuter. Mais j'aimerais commencer par une introduction plus concrète pour nos participantes et participants qui sont ici aujourd'hui, qui peut-être ne savent pas exactement ce que c'est. Je voulais demander si, Béatrice, tu pourrais nous raconter un petit peu plus sur ce que c'est le billet dans l'IA et quels sont les impacts qu'une IA biaisée peut avoir sur les utilisateurs. Oui, déjà, Annabelle, elle a déjà un peu introduit ça dans sa présentation. J'ai trouvé très intéressant. C'était très clair. Je vais un peu redire un peu les mêmes choses, mais c'est important de répéter pour que ça soit clair. Donc, à mon avis, on peut parler il y a deux types principaux de biais qu'on peut retrouver quand on va entraîner des modèles, parce qu'il faut se rappeler qu'on va entraîner des modèles avec des données qui viennent des humains. Donc, le premier type de biais, ça vient de ce qu'on appelle les labels. Donc, on a des données et après, on a des annotations qui ont été faites par des humains. Et en tant qu'humains, ils sont influencés par des biais cognitifs, par des stéréotypes. Et donc, si on ne fait pas attention et qu'on entraîne des modèles sur ces données, on va reproduire ces biais, forcément. Donc, il faut prendre en compte ces biais et faire des pré-traitements des données. Il y a des méthodes qui permettent aujourd'hui de réduire un petit peu ça. Et pour donner un exemple, par exemple, toujours dans le contexte des entretiens d'embauche, c'est un sujet qui porte beaucoup de matériel. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, il y a vraiment des biais, des stéréotypes et des biais cognitifs qui vont être reproduits par le modèle. Par exemple, on a des biais de genre. Un homme aura plus de probabilité d'être embauché selon ce modèle juste parce qu'il est un homme, alors que ça ne devrait pas être un facteur. Et aussi, il y avait une étude, il y avait un modèle qui avait été entraîné à partir des CV des candidats. Et il avait été trouvé que s'il y avait des mots féminins dans les CV, cela allait réduire la probabilité d'être embauché. Donc, tous ces facteurs ne devraient pas être des facteurs qui vont qui vont aider la prédiction de si on a embauché ou pas. Et un autre exemple, toujours de ce type de biais,
ça vient d'un autre type de données, c'est les vidéos des TED Talks, que je pense que vous connaissez. Il y a un gros corpus qui reprend beaucoup de vidéos, et il y a des participants qui ont pu annoter, donner des scores sur une liste d'adjectifs sur les orateurs. C'était assez libre, donc tout le monde pouvait juger sur des adjectifs comme le niveau de persuasion, de compétence des orateurs. Et il y a eu une étude qui a montré qu'en fait, la distribution de ces scores était influencée par le genre, pas seulement par le genre, mais aussi par l'origine ethnique des orateurs. Donc, on retrouve beaucoup de biais humains qui risquent d'être reproduits si on entraîne des modèles à partir de ces labels donnés par les humains. Et ensuite, il y a un deuxième type dont Annabelle a déjà parlé, c'est le biais de représentativité. Donc, il faut que les données qu'on utilise représentent la population pour laquelle on a envie de construire un modèle. Donc, si, par exemple, pour la reconnaissance faciale, si on n'a que des visages européens, on ne peut pas, après, apprendre des modèles qui puissent reconnaître tous les types de visages, mais aussi pour les entretiens d'embauche, pour certains domaines, il faut reproduire les mêmes pourcentages d'hommes-femmes, parce que si un modèle est entraîné avec une majorité d'hommes, il va apprendre des caractéristiques typiques des hommes qui ne peuvent pas représenter toute la population. Donc, il faut bien prendre en compte ces biais. Il faut être conscient qu'il existe, et donc quand on va créer des modèles, il faut voir comment les traiter, comment chercher à réduire tous ces biais. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand tu disais du contexte d'entretien d'embauche, donc en fait, l'algorithme, il a prédit ça. Ce taux on va dire le pourcentage d'embauche pour les hommes plus élevé, parce que sur les données, il y avait plus d'hommes. D'hommes que de femmes. Oui. Voilà, donc il a fabriqué, à partir des données qui est déjà, il y avait plus d'hommes dans ces datasets, justement pour ça, c'est pas seulement… C'est un cercle vicieux, hein. On ne s'arrête plus. Hein. En fait, quand vous faites une recherche du mot femme sur Google, les mots qui arrivent le plus souvent, c'est ménage, nourrice, réceptionniste, styliste, coiffeuse. Et quand vous cherchez homme, vous allez trouver philosophe, capitaine, financier, chef. Et quand les modèles, on le voit avec la traduction, par exemple, il y a beaucoup de mots qui ne sont pas genrés en anglais et qui deviennent soit l'un soit l'autre. Hein. Le docteur, un docteur, c'est le docteur, un nurse, c'est une infirmière. Hein. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut changer sur ça, mais c'est vrai que ces différents biais, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de femmes en sciences, parce que si on regarde les livres d'histoire, même d'histoire de la France, il y a des modèles masculins, il n'y a que des leaders masculins, très peu de femmes. Les prix Nobel féminins, on connaît Marie Curie, qui a eu 2 prix Nobel, ses filles aussi. Il y a eu il y a une première médaille Fields en mathématiques, qui est une femme. Donc, les femmes commencent à émerger, mais c'est très peu. Et il est évident que si on mise tout sur le passé qui existe dans les livres d'école, nous sommes vraiment sur un stéréotype terrible dans la société. Hein. Elle était là, hein, sauf que c'est tombé. Juste avant. Okay. Mais donc, c'est des choses à comprendre, et je pense que dans l'éducation nationale, on a besoin de réellement pousser les enfants, nos enfants, à pouvoir prendre de la distance par rapport à ces différents objets, hein, pas tomber dans le jeu de ces objets, à vouloir les copier ou je ne sais quoi. Il faut avoir son libre arbitre par rapport à ces objets, et ça doit s'apprendre très très jeune. Et donc je suis vraiment désespérée aussi de voir que les mathématiques sont pas pris au sérieux, que ça devient une option pour beaucoup, et c'est inadmissible, parce que demain la technologie est de plus en plus complexe, elle nous séduit et elle est invisible. Et si on n'a pas un peu d'abstraction ou de connaissances mathématiques ou de sensibilité à ces objectifs scientifiques et technologiques, on va être les gogos de la chose. Et la fracture numérique va être non seulement sur les gens qui n'ont pas accès au numérique, qui sont quand même de moins en moins, mais qui existent encore, mais ça va être aussi sur les études. Et le clivage est important, hein, dans la société. Moi, j'alerte vraiment sur ces sujets-là. Il faut qu'il y ait des femmes dans ces objectifs. Et puis, arrêtons de jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi on fait des systèmes qui ne sont pas forcément utiles, qui ne sont pas forcément performants? Et pourquoi on va dans ces domaines-là? Pourquoi est-ce que ce ne sont pas
j'allais dire les grands sujets qui sont portés par l'ONU, par exemple, qui sont de réduire la pauvreté, de réduire les consommations d'énergie, de réduire. Enfin, on a des sujets qui sont importants et j'en ai assez de voir que la recherche perd son temps sur des choses qui sont des gadgets pour que deux industriels gagnent de l'argent. Regardez Bezos, regardez ce que devient Amazon. C'est tentaculaire ce genre d'objectif. Donc, il est important quand même que le terreau d'industriels en France prenne conscience de cela et qu'il y ait une responsabilité. L'Europe montre un niveau intéressant qui est de respect de nos valeurs humaines et de dignité, en évitant d'être pris au piège par la surveillance de ces systèmes aussi. C'est important de comprendre ça. Les GAFA ne payent pas leurs impôts en France. Ils ont des serveurs de données sur lesquels la CIA peut aller récupérer tout ce qu'on a raconté pendant nos Zooms pendant la pandémie. Non, mais il y a des réalités qu'il faut à un moment donné dire. Lorsque j'entends que Amazon c'est génial parce que pour la personne qui est au bout de la France, perdue dans son petit village, elle peut quand même avoir accès à l'achat de tout. Attention, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'impôt de payer par rapport au gain qui a été fait par cette société et que du coup, il n'y a pas d'argent pour les écoles, il n'y a pas d'argent pour la communauté, pour la solidarité et les communs dans la société. Donc, les femmes doivent être sensibles à cela, je pense aussi, et il faut les attirer de plus en plus sur ces sujets pour comprendre les enjeux sociétaux et aller dans la tech le plus possible. On a encore un bloc, enfin un sujet, on arrive à la fin du timing, mais je vous invite, si vous pouvez rester un petit peu plus, à rester avec nous et aussi les participants. Donc, Annabelle, si tu souhaites ajouter quelque chose en très très peu de temps, rapidement, avant qu'on passe au bloc prochain. Oui, moi j'avais juste, par rapport à dans les solutions qu'on a pour débiaiser, donc il y a soit on joue sur les données en entrée, soit on récupère plus de données, mais quand les données sont elles-mêmes biaisées, dans le cadre par exemple de CV d'ingénieurs ou des choses comme ça, la solution après c'est de soit suréchantillonner ou sous-échantillonner, ce qui pose des problèmes, soit au sein du modèle après, pondérer de façon plus importante les CV de femmes que d'hommes, et du coup on introduit un biais dans le modèle pour contrebalancer le biais des données. Bref, c'est juste pour lancer un peu la réflexion intellectuelle, mais je trouve que je trouve qu'il n'y a pas de très bonne solution pour débiaiser les choses. Il faut vraiment essayer d'être le plus clean possible dans la façon dont on design nos solutions. Merci. Donc, on va passer à notre dernier bloc de questions. Et je vous invite à découvrir lequel. Ça a donné un petit peu un écho, mais j'espère que ça va. Donc, on a déjà commencé à parler de ça à travers ce sujet de billets, donc l'importance d'avoir des données qui sont diverses, qui ne nous amènent pas ce biais vers hommes, femmes, aux cultures, origines, tout ça. Donc, je voulais nous concentrer un peu plus sur ce côté diversité hommes-femmes et la place des femmes aussi. Donc, on peut aussi mélanger ça avec un mot de la fin. Donc, le mot de la fin sera plus un encouragement et inspiration ici pour les femmes et les jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui et qui aimeraient rentrer dans le domaine. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de place, donc on a besoin qu'elle y rentre. Donc, vous pouvez donc mélanger ces deux points-là. Donc, je vais vous poser une question et également si vous pouvez donner un mot de fin. Donc, d'abord pour Béatrice, je continue notre ordre ici. Donc, pour toi, quelle est l'importance de ces types d'événements-là et de donner la parole aux femmes, de bénéficier, on va dire, de ce temps de parole, de networking, etc. Et aussi ton mot de la fin. Ouais, ben, je pense que ce type d'événement, je les soutiens, c'est très important. Et je suis heureuse qu'il y avait beaucoup de public ce soir. Et je suis sûre qu'il y aura d'autres femmes qui vont nous écouter en replay.
vu que la vidéo sera disponible. C'est important et la diversité en femmes, mais la diversité en général, moi je pense que c'est toujours un plus dans une équipe de travail et dans la data science encore plus parce que ça permet de partager différents points de vue. On a vu comment c'est compliqué ce domaine de la donnée, donc il est important de partager différentes compétences. Moi je pense que je suis un peu un exemple de la diversité parce que je suis une femme. Je suis italienne et je viens des sciences cognitives. Donc, mon parcours, il n'a pas commencé avec la data science. Et donc, je voudrais encourager aussi des femmes comme moi qui n'ont pas commencé leur parcours dans la data science. Et je veux dire, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous approcher parce que c'est important aussi d'avoir d'autres connaissances dans d'autres domaines. Ça peut quand même apporter beaucoup. Et donc, j'espère que cet événement puisse inspirer des femmes qui ont des doutes, qui pensent que ce n'est pas leur place. Non, mais je dis, il y a de la place, venez. Et vous allez trouver votre place ici. Merci. Je vais passer à Annabelle et on finira par Laurence. Du coup, pour toi, quelle est l'importance d'avoir une équipe mixte lors de la construction de ces algorithmes? Est-ce que tu as déjà vécu une situation où ou avoir une équipe mixte a été bénéfique pour ce projet-là? Et également ton mot de la fin. Merci bien. Oui, bien sûr, je pense que c'est clairement important d'avoir des équipes mixtes et pas que mixtes, aussi diversité de façon générale d'origine, même d'orientation sexuelle, enfin de tout type de diversité, parce que, comme je l'ai dit dans la présentation, on a tous notre façon de voir le monde et on est tous sensibles à certaines choses différentes. Et donc, quand on va designer notre solution, on va faire attention à des choses différentes dans tout ça. Est-ce que j'ai des exemples? Oui, j'ai travaillé pour le ministère de l'Intérieur pour les données des réfugiés. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions très intéressantes parce qu'on avait justement une équipe assez diverse sur qu'est-ce qu'il fallait faire attention, quels critères prendre en compte quand on traitait ces données-là. Et c'était très, très intéressant. Et en mot de la fin, je voudrais dire qu'on recrute chez Octo. Donc, s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui cherchent, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou de contacter directement Octo. On cherche à augmenter clairement le nombre de femmes data scientists ou ingénieurs chez nous. Parce qu'il y a il y a vraiment une place pour nous. Et je pense tout à fait. Il ne faut pas se sentir pas légitime ou autre. L'année dernière, on a eu un témoignage d'une des femmes qui nous a raconté que le fait d'être en informatique et travailler dans les bureaux l'a permis de concilier mieux sa vie pro et perso, ce qu'elle disait. Et ça l'a attirée aussi. Elle disait aussi... juste pour l'anecdote, que le côté, on va dire, la carrière dans la recherche l'a attiré aussi plus que le domaine industriel pour ce côté plus dur qu'il peut avoir le domaine industriel sur le marché. C'est son avis. Donc, ça m'a bien marqué ce qu'elle disait. Mais je pense que là, les choses changent. Il n'y a pas que ce domaine très masculin qu'on peut avoir... cette idée, mais vraiment les choses changent et si on n'y va pas, ça va jamais changer. Donc je pense, s'il n'y a pas d'exemple des femmes, des rôles modèles, des personnes qui sont, si cette population ne grandit pas, on va dire, ça sera toujours ce cycle-là. Donc c'est à nous de faire ce pas et d'y aller, je pense. Moi, je pense que j'ai souffert tout autant du sexisme dans la recherche académique que dans le monde de la tech. Malheureusement, je pense que le biais cognitif de penser que les femmes sont nulles en maths c'est faux. Ouais. C'est complètement faux et tous les chiffres le montrent. Mais voilà, donc on a encore des biais à combattre et plus on aura de diversité dans les STEM,
sciences, le mieux on arrivera à combattre ces stéréotypes qui traînent. Tout à fait. Merci. Donc, Laurence, je t'invite aussi à me donner ton mot de la fin et je voulais particulièrement aussi savoir ce que tu en penses des réseaux, ces networking de femmes, c'est-à-dire Elles Bougent, Interel ou autres réseaux qui regroupent les femmes pour en discuter, même des industriels, l'IA responsable. Je sais qu'il y a plein de sujets autour de la data science et de la présence des femmes aussi. Et à ton avis, est-ce que ça marche, ce type de réseau? Est-ce que c'est important? Et ton mot de la fin aussi. Alors, je pense que les réseaux, c'est très, très important, ouais, parce que c'est des partages d'expériences, des partages de visions, et qu'il faut construire une vision à long terme de ce qu'on veut faire avec l'IA et le numérique. Et c'est pas seulement pour les femmes, en fait. Hein, c'est à mon avis des réseaux à parité qu'il faut construire. Moi, je suis plutôt dans une optique d'être dans une diversité directe pour aborder ces sujets. On peut évidemment comprendre, hein, moi en sciences par exemple, dans mon domaine, enfin en analyse du signal et traitement de la parole, je sais pas, il y a 10% de femmes. Hein. Donc c'est vrai qu'on a créé dans les grandes conférences des associations de femmes pour essayer de demander d'avoir des workshops spécifiques pour les femmes, etc. Mais je pense pas que ce soit une bonne solution. Il est important que le monde masculin soit là parce qu'ils comprennent pas non plus. En fait, il y avait une étude assez intéressante en Chine qui montrait que les jeunes Chinois étaient moins compétitifs, disait le monde masculin, parce que les maîtresses étaient trop féminines. Vous voyez, c'était leur reverse. Et je trouve ça assez intéressant de constater cela pour bien montrer qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est pas qu'il y ait plus d'hommes en médecine ou que des hommes dans la tech. Il faut des hommes et des femmes en médecine, il faut des hommes et des femmes dans la tech. Sinon, on va sur quelque chose qui est pas désirable. Je vous le dis en sciences médicales, ce que ça veut dire. Ça veut dire que le cancer, par exemple, pour les femmes, eh bien, il est testé sur des souris mâles. Hein, on fait des essais comme ça et on sait qu'il y a des médicaments qui sont élaborés qui sont moins bons pour les femmes parce qu'ils n'ont pas été réellement dans un contexte avec toute la diversité des hormones féminines. On sait aussi que chez les hommes, il y a des hormones aussi, testostérone, qui sont à différents niveaux suivant. Et donc, cette richesse, il faut la prendre en compte pour la médecine, il faut la prendre en compte pour le numérique, parce que toutes les données qu'on utilise pour apprendre, pour entraîner ces modèles, vont avoir des impacts sur nous énormément. Et je pense qu'il faut engager tout le monde à aller vers ces sujets en mixité. Et je voulais dire tout à l'heure pour les mathématiques, ce que j'ai dit, c'est dans certaines filières, il n'y a plus de mathématiques. Pas partout, évidemment. Je vous rappelle qu'on a mis un sondage pour la fin de l'événement. Donc, je vous invite tous à les remplir. Il y a 3 questions, très très rapides, 4 questions. Donc, si vous pouvez y aller avant de partir répondre à ce sondage-là, on vous remercie. Donc, est-ce que tu aimerais donner un dernier mot de la fin, Laurence? Tout le monde est content. Quelqu'un vous rajouter quelque chose? Moi, je voudrais bien rajouter qu'il faut développer une vision à long terme dans la société, c'est-à-dire, en fait, quelles sont les conséquences de ces systèmes qu'on utilise en traitement de la parole, par exemple, qui sont OPT3 ou qui moulinent des milliards de données et qui vont répondre dans un chatbot comme le ferait un humain. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire demain dans notre comportement face à ces machines? Il y a une compétition au niveau industriel et recherche pour aller vers des modèles de plus en plus lourds de données. Qu'est-ce que ça veut dire pour la dépense d'énergie aussi? Comment on le comptabilise? Et je pense qu'il est urgent de mettre ces sujets sur de la recherche à long terme fondamentale, donc pour l'académie, pour les académiques, mais pour les industriels aussi. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Laurence. Je pense que toute la question du Green IA est très intéressante aussi. Et il y a des principes qui vont ensemble, selon moi, avec l'IA responsable d'un point de vue éthique et Green, avec le côté minimisation des données, simplicité des modèles. Frugalité. Voilà. Et je pense que la quête de la performance n'a plus beaucoup de sens et que vraiment il faut replacer l'humain au centre. Et surtout, pour quelle utilité?
pour quelle utilité? C'est juste pour mimer l'humain et donc le mettre devant une image de lui-même qu'il va confondre pour certains. Bon, ben là, je pense qu'on est sur une frontière très, très borderline, une frontière entre la vision qu'on peut avoir de l'humain et ses machines, quoi. Et le transhumanisme n'est pas loin. Mais complètement, mais rien que le terme intelligence artificielle, c'est bien parce que depuis le début, on cherche à imiter l'intelligence humaine. Et... Oui, mais voilà. Autant c'est très intéressant pour la médecine sur des sujets très pointus, ou dans d'autres cas pour le transport, la sécurité sur des sujets extrêmement pointus, mais si ça généralise, je pense qu'on n'a pas anticipé encore quelles vont être les conséquences. Tout à fait. Bah, en tout cas, c'était super intéressant. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup à toutes les trois, Annabelle, Laurence, Béatrice. Malheureusement, Khadijatou n'a pas pu être là avec nous, mais on s'est amusé quand même. C'était super intéressant. J'espère que les participants ont aussi profité, ont appris quelque chose avec vous aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup appris. C'était vraiment intéressant. Donc, je vous invite tous à nous regarder demain, la même heure, à 18h30. Il y aura une table ronde sur parcours et carrière, data science. Et également, à regarder le replay. Si vous n'avez pas pu tout regarder aujourd'hui, vous êtes arrivé en retard ou parti avant, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Télécom Paris. Aussi pour vous, toutes les trois, si vous voulez le replay, la vidéo, il n'y a pas de souci, on peut vous fournir aussi. Merci beaucoup, c'était un très grand plaisir de vous connaître, de partager la scène avec vous aujourd'hui. Et le canal est ouvert, donc si vous avez des commentaires, des choses à nous dire aux oratrices, donc n'hésitez pas. Et on finit ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.